Bonjour, bienvenue au 10 minutes juridiques, votre bimensuel vidéo avec le cabinet d'avocats, Lando associé par VK. Comme tous les 15 jours, des brèves et un grand dossier qui sera, dans quelques courtes minutes, accord cadre, bon de commande, acquisition dynamique. Comment choisir? Mais tout de suite, 15 brèves pour 15 jours. Élection. On a eu ces 15 derniers jours une véritable tornade, un tourbillon autour de rumeurs, d'un communiqué refusant les reports d'élections départementales et régionales, un démenti élyséen officieux, mais en même temps des propositions en ce sens de report. Le plus probable, c'est qu'il n'y aura pas de report à suivre. Ce qui est clair en revanche, c'est que pour tout ce qui est procuration et téléprocédure y afférentes, ça y est, on a le décret, le voici. Ce qui est sûr aussi, c'est que le Conseil d'État, décidément, ne censurera que dans des cas extrêmement exceptionnels, les cas où le seul vice qu'on peut faire à une élection, c'est sa faible participation. 22 mars. Sur les rails se trouvent maintenant les procédures en matière de CNI biométrique, un décret et toute une flopée d'arrêtés. Et puis on a une grosse actualité en matière de fonction publique. D'abord, des précisions de la Cour de justice de l'Union européenne sur tout ce qui est régime des astreintes. 2. Un DGS ou DGA ne peut pas être candidat aux élections des représentants du personnel à un comité technique. Une circulaire promeuvant des mesures d'auto-isolement pour certains agents publics. L'état de santé de l'agent, s'il est de nature à altérer son discernement, doit être pris en compte en disciplinaire et mise à jour de la FAQ de la DGFP. Actualité aussi sur la restauration scolaire. Beaucoup de bruit a été fait à propos de cette expérimentation de repas vegan obligatoire à Lyon. Puis beaucoup de bruit ensuite autour du fait que le TA de Lyon a refusé de censurer cette décision. Relativisons tout ceci. Le TA de Lyon a refusé de censurer le repas vegan obligatoire en lieu et place de repas avec protéines animales parce que c'était provisoire et que donc du coup il n'y avait pas urgence au sens du droit des référés. À suivre. Autre actualité forte sur la restauration scolaire, le Conseil d'État a mis fin à une jurisprudence qui était celle du tas de Besançon et de la Seine-Nancy, disant qu'on avait l'obligation, si une restauration scolaire était ouverte, de continuer à accueillir des élèves, même en surnombre et même s'inscrivant en retard. Non. La restauration scolaire, si elle existe, c'est bien un droit pour les enfants et leurs parents, mais qui peut être limité par le nombre de places disponibles. Ouf. Environnement et déchets, grosse actualité là aussi, avec un transfert au Conseil d'État en première instance de tous les contentieux de l'éolien en mer, par décret, confirmation de ce que l'on ne va pas faire un principe de non-régression absolue en matière environnementale, en l'occurrence toujours cette affaire de nécotinidide sur les betteraves 15 mars, et extension plus surprenante de la protection du droit européen, notamment sur Natura 2000 et autres, même pour des espèces qui ne sont pas proprement protégées, notamment essentiellement des oiseaux. Les pôles environnementaux en droit pénal, avec des juridictions spécialisées pour certaines infractions, ça y est, c'est parti, décret du 16 mars. Censure du droit français pour ce qui est de la chasse des oiseaux à la glu par le juge européen. Et censure par le Conseil constitutionnel des procédures préalables à l'adoption des chartes départementales en matière d'épandage de produits phytopharmaceutiques. Et puis un décret qui ajuste à la marge tout ce qui est indemnisation des éleveurs et apiculteurs en cas de dommages dus aux loups, aux ours ou aux lynx. Et puis en matière de déchets, c'est pas vraiment une révolution. Si je suis en redevance, évidemment que ça va être en fonction du service rendu, mais en tome, eh bien je peux ne pas avoir de service rendu parce qu'on élimine soi-même ses déchets et néanmoins payer sa tome. En matière de cinéma, une décision a fait beaucoup de bruit. Le Conseil d'État a estimé que les fameuses aides loi Sueur ne peuvent pas être utilisées au moment de la création du cinéma. La profession est en train d'essayer de s'adapter. En matière d'urbanisme et d'aménagement, le Conseil d'État a défini ce qu'est une reconstruction au sens de la taxe d'aménagement. Et la Cour de cassation, quant à elle, a dit que, en matière de ZAC, il en va de la même manière que pour ce qui est, par exemple, des cahiers des charges de lotissement. Un cahier des charges de ZAC peut être caduc en droit public, mais continue à avoir valeur contractuelle en droit privé. Ok. Et puis, il y a eu un arrêt très important sur les recours contre le refus d'abroger un PLU ou les autorisations d'occupation du sol quand l'illégalité du PLU est évoquée par voie d'exception, Conseil d'État, 24 mars.
Abordons maintenant d'autres décisions au contentieux administratif général. 1. Vous savez, le principe de confiance légitime, il est évoqué, alors beaucoup en fiscal, parfois en aide d'État, parfois en matière de subventionnement, pour dire, écoutez, moi j'avais confiance dans votre interprétation et ce que vous m'aviez dit. Le Conseil d'État vient de rappeler, en le précisant, que ce principe de confiance légitime a des bornes précises que voici. Souplesse en revanche du même Conseil d'État lorsqu'il s'agit de dire que non, je peux faire un recours pour excès de pouvoir contre un acte, et ensuite un recours contre un refus d'érogation de cet acte, même avec le même requérant, le cas échéant, ça peut se succéder. Conseil d'État qui a défini également de manière importante les liens qu'il y a entre un recours administratif et la liaison du contentieux en matière extra-contractuelle. Extension aussi de tout ce qui est recours contre les actes de droit souple, nouvelle confirmation avec les décisions de l'Argel, une simple information sur de possibles mises en garde, ça y est, c'est déjà un acte administratif attaquable, tout comme est attaquable d'ailleurs un acte pourtant au maximum vaguement programmatique qui est une stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte. Ceci dit, faut-il que le juge agisse vite? La France l'Italie vient encore de se faire condamner par la CEDH parce que, par exemple, une procédure de diffamation ne peut pas raisonnablement atteindre 5 ans et demi, par exemple. C'est indigeste, nous dit la CEDH. Arrêt du Conseil d'État intéressant aussi sur le stationnement des personnes en situation de handicap et notamment la pose ou pas de vignettes, l'obligation de mettre la carte de stationnement, etc. Le Conseil constitutionnel estime que dans certains cas, il est inconstitutionnel que les aides à domicile soient exclues de tout droit d'hériter des personnes qu'ils ont aidées. Ceci dit, attention, cette interdiction ne joue pas pour les mandataires à titre familial. Passoire thermique maintenant. On va, en l'état des débats parlementaires, c'est pas encore clair, vers un calendrier progressif. Gel des loyers en 2023 de ceux qui seront considérés comme des passoires thermiques, définition qui a eu lieu il y a quelques mois, on avait vu ça ensemble, et exclusion du marché locatif en 2028, sans recours aux ordonnances. Les parlementaires ne veulent finalement pas que ce soit le gouvernement qui puisse fixer des ordonnances pour que ça soit difficile à modifier à l'avenir. En matière de finances, la DGCL a fini par enfin nous donner sa note annuelle sur la préparation des budgets primitifs 2021. Il était temps. Le Conseil d'État continue à étendre le champ d'application des espaces assujettis à la TASCOM. Maintenant, c'est pour les espaces ouverts de livraison pour, en l'occurrence, une concession automobile. Il y a quelque temps, c'était pour les drives. Autre point important, le Sénat et l'Assemblée nationale se sont mis totalement d'accord sur le projet de loi organique sur les expérimentations locales. C'est un sujet super important, on y reviendra, ça sera le thème d'un de nos futurs dossiers. La CNIL a adopté un référentiel sur tous les traitements de données personnelles pour les établissements sociaux, médico-sociaux, notamment les EHPAD, donc c'est très important, grosse adaptation à prévoir. Et puis on a un gros volet à voir ensemble sur tout ce qui est contrat, domaine, chantier. Première chose, est-ce que un hôtel peut, sur une plage, sur le domaine public naturel du littoral, assurer des prestations de parasol ou autres accessoires de plage? Oui, mais avec des limites fixées par le Conseil d'État ici. Attention, toute une série de décisions, dont une décision récente de la CA de Bordeaux, mais avant on avait la CA de Douai notamment, confirme l'interprétation très stricte de l'arrêt Citellum sur le fait qu'il n'y a pas d'intercommunalisation des créances contractuelles aussi vaste que ce que l'on aurait pu croire initialement. Donc, sauf accord en ce sens. Donc, attention sur ce point. La DSP, quand elle est un peu concessive, notamment, se traduit souvent par des biens de retour. Il y a des biens de retour et puis des biens de reprise. Sur ces biens de retour, quel est le traitement fiscal à appliquer? C'est une chose à savoir, y compris lorsqu'on va lancer la DSP pour faire ces calculs. Nouvelle précision de Bercy sur ce point au BOFIP. Un arrêt important a été rendu par la Cour de cassation sur tout ce qui est accident et sous-traitance dans les chantiers pour les questions des plans SPS. Important et surtout arrêt rassurant pour les maîtres d'ouvrage et leurs mandataires. Et puis, encore un arrêt qui sont sur un marché public.
en l'espèce un AMO pour la passation de contrat, des collectes des OM passées sans avocat. Voilà. Si vous voulez pas de salade juridique, prenez de l'avocat dans vos marchés. Et puis, décision intéressante de la Cour de justice de l'Union européenne du 24 mars dernier qui confirme en fait qu'il y a une interprétation large qui doit prévaloir des moyens qui peuvent être soulevés par un candidat évincé et du moment où celui-ci peut déposer un recours, en clair, une nouvelle pierre dans l'édifice du démantèlement de l'ARES Mirjom en droit français. Abordons maintenant notre grand dossier, accord cadre, bon de commande, acquisition dynamique. Comment choisir? La question des marchés récurrents que l'on va regrouper pour ne pas avoir à chaque fois des marchés et que l'on va essayer de gérer de manière souple nécessite un vrai savoir-faire à la fois technique et juridique. Ce savoir-faire, en France, est particulièrement reconnu à la direction des achats de l'État. Donc nous avons voulu interroger 2 personnes de la DAE pour savoir comment eux gèrent, par exemple, cette question, ce d'autant qu'il s'essaye à l'acquisition dynamique qui interroge un grand nombre d'acheteurs publics parce que ça peut être tout à fait passionnant, mais il y a encore quelques incertitudes et on peut se demander aussi à quel moment il est utile de choisir ce mode par rapport au bon de commande ou aux accords cadres mono ou multi-attributaires. Alors, voici quelques questions pour Monsieur François Cassan, chef du bureau du conseil juridique à la DAE, et Monsieur Kevin Picavez, consultant juridique à cette même DAE. Merci pour votre présence. Et tout de suite, une première question. Ces outils, vous les maniez à une grande échelle, n'est-ce pas? Du fait des attributions de la direction des achats de l'État, donc qui est chargée de passer des procédures d'acquisition interministérielles au profit de nombreux acteurs, des ministères, des établissements publics, nous sommes naturellement amenés à nous poser un certain nombre de questions sur les techniques d'achat permettant de mutualiser les acquisitions. C'est-à-dire, pourquoi vous vous intéressez, vous, à cette belle inconnue qu'est la technique du SAD? Pour répondre à cette question, il faut comparer accord cadre et système d'acquisition dynamique. L'accord cadre est bien bordé juridiquement, par contre, il fait face à de nombreuses contraintes. Par exemple, le système de l'accord cadre est un système fermé où ni acheteur ni opérateur économique ne peuvent entrer pendant la durée de l'accord cadre. A l'inverse, le système d'acquisition dynamique est un système ouvert qui va permettre soit de préciser l'identité des bénéficiaires du système en cours d'exécution, soit éventuellement de permettre à des opérateurs d'entrer dans le système d'acquisition dynamique tout au long de sa vie. Deuxièmement, les conditions d'exécution dans le cas d'un accord cadre sont fixées ab initio, que ce soit pour la passation d'un marché subséquent ou de bon de commande, on a déjà en fait les conditions d'exécution du contrat qui sont préfixées. A l'inverse, dans le système d'acquisition dynamique, toutes les conditions d'exécution du contrat vont pouvoir être précisées lors de la passation des marchés spécifiques, ce qui va permettre de faire préciser le besoin et l'adapter éventuellement à chacun des bénéficiaires, qui va permettre de faire évoluer aussi à la marge le besoin pour intégrer des innovations ou des nouvelles conditions d'exécution et ainsi avoir tout au long de la durée du système des cahiers des charges qui soient au plus près du besoin des acheteurs. Pour la passation du marché, les critères de jugement des offres pour la passation des marchés subséquents sont fixés dans l'accord cadre. A l'inverse, pour les systèmes d'acquisition dynamique, toutes les modalités de passation, y compris les critères, peuvent être adaptés lors de la passation de chaque marché spécifique. Point qui nous pose souvent des problèmes à la DAE, la durée des accords cadres. Elle n'est en principe que de 4 ans, avec des exceptions pour aller plus loin, mais c'est relativement limité. A l'inverse, pour le système d'acquisition dynamique, aucune limitation de durée n'est prévue par réglementation. Enfin, des jurisprudences récentes rendues par le tribunal administratif de Bordeaux nous apprennent qu'on doit avoir nécessairement un prix, notamment pour les marchés type énergie, lors de la passation de l'accord cadre. Pour le système d'acquisition dynamique, en revanche, le prix n'est fixé par définition que lors de la passation des marchés spécifiques et on est donc libéré de cette contrainte. Et dans quel domaine utilisez-vous justement l'acquisition dynamique? Récemment, nous avons essayé de développer la pratique du système d'acquisition dynamique, par exemple en matière d'achat d'infrastructures informatiques, en matière de maintenance des ascenseurs ou encore pour des achats d'énergie, qu'il s'agisse de gaz ou d'électricité. Et quelles en sont les étapes?
on sélectionne à ce stade des candidats et non des prestataires, non des titulaires. On ne signe pas de contrat lorsque l'on passe en SAD. On ne fait que les sélectionner pour la remise en concurrence. On ne signera un contrat matériellement que lors de la remise en concurrence de ces opérateurs économiques présélectionnés pour signer ce qu'on appelle des marchés spécifiques. Bref, les accords cadres et le SAD sont deux techniques d'achat qui ne sont pas exactement les mêmes et que l'on doit comparer et regarder les avantages et les inconvénients avant de savoir lequel on va utiliser. L'accord cadre, le bon de commande sont bien connus. Le SAD les moins. Quelles sont les incertitudes que vous avez identifiées pour cette technique d'achat ? Alors tout d'abord, on note une absence de doctrine et une absence de jurisprudence concernant le SAD. Presque chaque question est nouvelle, et à l'inverse de l'accord cadre, qui dispose d'une doctrine assez fournie, de jurisprudence et de fiches de l'adage qui sont très précises et qui peuvent guider les acheteurs. En matière de SAD, beaucoup de choses restent à préciser. Ensuite, le SAD est un système qui ne concerne que les achats dits courants, sans qu'une définition très précise de cette catégorie soit donnée. Enfin, la passation de marchés spécifiques peut être plus contraignante que la simple émission de bons de commande. C'est toutefois une difficulté qu'on peut assez aisément contourner en élaborant des marchés spécifiques types qui seraient eux-mêmes des accords cadres à bons de commande. Reste que pour les notions de catégorie, de régime contentieux, de critères, les praticiens continuent de se poser de nombreuses questions. Et vous ? Ces questions se sont posées dès nos premières passations de SAD. Par exemple, sur la notion de catégorie qui s'apparente à celle de l'eau, mais sans qu'on identifie les différences entre la notion de catégorie et la notion de l'eau. Ensuite, l'acheteur doit prévoir des critères de sélection des candidatures qui s'apparentent en réalité à des niveaux spécifiques de capacité, mais sans qu'on en ait la certitude, ni sans qu'on soit certain qu'il faille absolument les prévoir pour la passation de toutes nos procédures. Enfin, le régime contentieux applicable au SAD pose question. On ne signe pas de contrat, comme on l'a dit plus avant, lors de la passation du seul SAD. Est-ce à dire qu'on peut ou non engager un référé précontractuel ou un référé précontractuel à l'occasion de la passation de cette technique d'achat? Mystère. Est-ce que pendant toute la durée du SAD, un nouvel opérateur économique qui voudrait entrer et qui se verrait refuser l'entrée du SAD pourrait engager un référé précontractuel ou un référé contractuel? On n'en sait rien non plus. Du coup, ça pose des questions juridiques importantes qui fragilisent un peu la passation du SAD, mais l'outil est suffisamment intéressant pour que les acheteurs publics s'y intéressent tout de même. Bien, merci beaucoup, c'était tout à fait passionnant. Et merci à tous. Une petite information. Vous êtes nombreux à suivre cette vidéo bimensuelle, les 10 minutes juridiques. Les éditions VK et le cabinet Landau Associés, on vous en remercie tous. Cette série va continuer, mais on va la rendre plus régulière, plus fréquente, plus digeste aussi. À partir du 12 avril 2021, cette émission deviendra les 5 minutes juridiques et deviendra hebdomadaire. Chaque lundi, nous vous retrouverons pour ce rendez-vous auquel, comme moi, je vous sais attaché et je vous en remercie au fond du cœur. Merci, au revoir et pensez à vous abonner.